et messieurs, chers amis, au terme d'un colloque consacré aux remarquables montpelliéraines, mon intervention se propose aussi d'évoquer des femmes remarquables. Mais à l'inverse des précédentes, ces femmes sont le fruit de l'imagination de leurs auteurs. Ce sont celles que le public a pu découvrir et apprécier, voir et revoir sur la scène de l'Opéra de Montpellier, celles que leur popularité a rendues très proches, au point qu'aujourd'hui, elles nous semblent presque réelles. Et celles surtout qui ont permis de montrer le visage, en tout cas à partir de ceux qui leur ont donné chair, les metteurs en scène, les artistes, et bien avant eux, bien sûr, les librettistes et les compositeurs qui leur ont donné chair, et qui ont donné un aspect de la condition féminine sur lequel ils ont voulu attirer notre attention. Il est admis que la musique constitue une forme de langage universel et que le drame lyrique en est le mode le plus expressif. Donc, place à l'opéra. C'est ce drame lyrique qui traduit le mieux le sentiment et les passions, et qui est aussi le reflet de la société de son temps. Et même s'il est impossible de dégager une spécificité des goûts des Montpelliérains en matière d'opéra, on ne peut que constater que nos concitoyens ont toujours été passionnés, non seulement par les salles de spectacle qui devaient les accueillir, mais bien sûr par les spectacles lyriques eux-mêmes, et qu'ils ont accordé une passion toute particulière pour les grands rôles féminins qu'ils ont vécus, qu'ils ont vus sur la scène de l'opéra au fil des époques. Alors c'est une tragédie lyrique de Robert et Flanqueur qui s'appelle Pyramétis B, qui fut donnée pour l'inauguration de la première salle à Montpellier le 22 décembre 1755. Elle reprenait une légende des métamorphoses d'Ovide, celle d'un jeune couple dont les amours contrariés par leur famille s'achèvent dans la mort. Thisbé est ainsi la première de la longue liste d'héroïnes malheureuses qui se sont succédées sur la scène de l'Opéra de Montpellier. Cette première salle, due à l'initiative du gouverneur du Languedoc, le maréchal-duc de Richelieu, et à l'ingénieur maréchal, brûla en 1785. Une deuxième salle identique brûla à son tour en 1881. Un théâtre provisoire fut aménagé sur l'esplanade et il brûla aussi. Mais entre-temps avait été construit le grand théâtre actuel, œuvre de l'architecte Cassien Bernard, qui trône depuis en majesté sur la place de la Comédie où il fait la fierté des Montpelliérains. Un grand opéra à la française de Meyerbeer, Les Huguenots, déjà souvent donné avec succès à Montpellier auparavant, fut choisi pour l'inauguration du 4e opéra le 1er octobre 1888. Il compte la destinée du protestant Raoul, entraînant la mort tragique de sa promise catholique Valentine, là encore victime de l'intolérance. Jusqu'en 1914, les spectacles lyriques sont donnés plusieurs fois par semaine et rythment la vie culturelle montpelliéraine. L'opéra vit un véritable âge d'or avec les œuvres de Rossini, Meyerbeer, Donizetti, Verdi et des Français Ambroise Thomas, Gounod, Massenet et Camille Saint-Saëns. Des cantatrices célèbres viennent se produire à Montpellier où on donne aussi les succès de Bizet et de Puccini, dont les livrets et les musiques sont connus de tous. À la Belle Époque, la célèbre soprano Emma Calvé après 1918, s'observe une relative désaffection de l'opéra qui s'accentue avec la guerre de 1939, puis avec la montée en puissance du cinéma et de la télévision et l'adoption de modes de vie différents. L'Opéra de Montpellier doit alors recourir à des troupes en tournée, mais il accueille encore de grandes cantatrices comme Mado Robin ou Régine Crespin. En 1985, l'opéra est confié à un grand professionnel, Henri Mayer, qui va diriger ainsi le nouvel opéra Berlioz de 2000 places au sein du Quorum, dont l'inauguration en 1990 est marquée par la reprise de l'opéra emblématique de l'histoire lyrique locale, Les Huguenots, de Meyerbeer. La programmation s'ouvre aux opéras baroques comme Matisse, de Lully,
et aux contemporains, comme la Marie de Montpellier de René Quering, dont nous a parlé notre secrétaire perpétuel. En 2001, l'opéra devient opéra national et fusionne avec l'orchestre, déjà doté du statut national depuis 1999, sous l'impulsion de René Quering, créateur du Festival de Radio France et Montpellier. L'actuelle directrice, Valérie Chevalier, conserve les mêmes ambitions d'innovation et d'ouverture. Une des caractéristiques des opéras les plus appréciées du public est l'importance de leur grand rôle féminin, tant dans l'intrigue qu'en raison de la performance vocale qu'il requiert. Or, ces rôles sont marqués par le désespoir et le malheur. Dans ces opéras, la folie le dispute au meurtre, la vengeance côtoie la mort, et ce sont le plus souvent des cadavres de femmes que l'on voit joncher les scènes des opéras. C'est pourquoi la philosophe Catherine Clément nous interpelle quand elle s'interroge sur la nature profonde que l'opéra attribue aux femmes, la plupart des livrets étant d'ailleurs écrits par des hommes. Il nous a donc paru intéressant d'évoquer quelques-uns de ces grands rôles pour illustrer les stéréotypes qu'ils véhiculent, entendre ce qu'ils disaient de la condition féminine lors de leur création et analyser la vision qu'en donnent aujourd'hui les metteurs en scène. Ces derniers ont pris en effet une place importante aux côtés du compositeur et du librettiste, et si les adaptations qui s'autorisent aujourd'hui sont justifiées par une nécessaire mise au goût du jour, elles se font parfois au risque de trahir les intentions des auteurs et l'esprit même de l'œuvre. Nous allons évoquer quelques héroïnes d'opéra qui ont rencontré un succès particulier à Montpellier. La Didon, du Didon et Aîné de Purcell, Lucia della Mermour de Donizetti, la Marguerite du Faust de Gounod, la Traviata de Verdi, Tosca de Puccini et bien sûr la Carmen de Bizet. Toute une succession de malheurs. Didon et Aîné, qui met en scène une reine amoureuse, puissante et pourtant trahie et désespérée, est un opéra d'Henri Purcell, créé en 1689 à Londres sur un livret tiré de l'Énéide. Il conte l'amour malheureux de Didon, reine de Carthage, pour le Troyen Aîné qui va l'abandonner. Contrainte à s'empoisonner en raison de son statut de reine, Didon est l'archétype des victimes féminines désespérées par une trahison masculine. Cette œuvre préfigure dès le XVIIe siècle ce que seront plus tard chez Mozart, Verdi et Puccini les positionnements des rôles de l'amoureuse, de l'amant, de la servante et des chœurs. À Montpellier, elle fut donnée la dernière fois en février 2009 dans une mise en scène de Jean-Paul Scarpita avec Juliette Chassin d'Opéra Junior, aujourd'hui médecin, dans le rôle de Didon et Cyril Ovetti dans celui d'Aîné. Voici un extrait, La mort de Didon, une chaconne poignante, un des airs les plus sublimes de l'histoire de l'opéra. La voici dans l'extraordinaire interprétation de Mélena Hermann en 2008 avec les arts florissants de William Christie.
Lucia della Mermour illustre la rébellion désespérée d'une femme qu'on voulait soumettre. Cet opéra de Donizetti, d'après un roman de Walter Scott, fut créé en 1835 au Théâtre San Carlo de Naples. Son livret est basé sur la triste obligation imposée aux femmes d'assurer la prospérité familiale par un mariage arrangé, en ne tenant pas compte de leurs aspirations personnelles. Dans une Écosse de la fin du XVIIe siècle, en proie aux conflits religieux, les amours de la soprano Lucia et du ténor Edgardo sont contrariés par Enrico, frère de Lucia, qui la contraint à épouser Arturo. Lucia, sombrant dans la folie, va tuer Arturo avant de mourir à son tour. Cette œuvre a connu un succès jamais démenti en raison de sa partition inspirée, de la beauté des ensembles, des exigences vocales du rôle-titre et de son intrigue de mélodrame romantique. Lucia a été donnée à Montpellier quelques années après sa création et repris de nombreuses fois depuis, en particulier dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La dernière représentation eut lieu en mai 2006 dans une mise en scène de Nicolas Joël, avec Laura Aikin dans le rôle-titre et sous la direction d'Enrique Mazzola. Voici l'air de la folie, un air belcantiste spectaculaire, au cours duquel l'héroïne apparaît couverte du sang de l'époux qu'elle vient de tuer. Il exige de la soprano à la fois virtuosité vocale et expressivité dramatique. En voici la fameuse interprétation de Nathalie Dessay en 2007 au Met de New York, dirigée par James Levine. Giù
Merci pour elle, merci pour elle. Marguerite est une ingénue abusée par Faust dans l'opéra de Charles Gounod, créé au Théâtre Lyrique de Paris en mars 1859 sur un livret de Barbier-Carré tiré de Goethe. Cette œuvre a connu dès le début un succès éclatant, au point d'être avec Carmen l'opéra français le plus donné dans le monde, joué partout, à de multiples reprises. Après son pacte avec Méphisto, le docteur Faust, désormais riche et rajeuni, rencontre la naïve et pure Marguerite. Faust la séduit, lui fait délaisser le rouet où elle filait sagement la laine et la subjugue avec le cadeau d'un coffret de bijoux. S'ensuivront sa perdition, son infanticide, la prison, puis la mort, son âme étant finalement sauvée des griffes de Méphisto. Marguerite est ainsi l'archétype de l'héroïne romantique, candide et rêveuse, abusée par la lubricité de Faust et victime de l'égoïsme masculin et du machiavélisme de Méphisto. À Montpellier, Faust a été l'œuvre la plus donnée depuis sa première en mai 1861, 340 fois entre 1876 et 1940, soit plus de 5 fois par an en moyenne. Elle est depuis moins donnée, la dernière fois en mars 2009, dans une mise en scène de René Quering et sous la direction de Claude Schnitzler. L'air des bijoux était trop connu. Voici donc la chanson du roi de Thulé, chantée par une Marguerite naïve, filant la laine à son rouet, et qui va bientôt être la victime d'un Faust transformé par Méphisto en prédateur sexuel. Voici la belle interprétation de la roumaine Cristiana Radu en 2008. La Traviata, la dévoyée, opéra de Verdi, représente le sacrifice et la déchéance d'une femme amoureuse humiliée et rejetée. Composée sur un livret de Piave, tiré du roman d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias, cet opéra fut d'abord mal accueilli à sa création à Venise, à la Fenice, en 1853, mais triompha ensuite au San Benedetto de la même Venise, puis à New York et à Milan. Il ne sera créé à l'Opéra Comique de Paris qu'en 1886. Son succès est tel qu'il a depuis été donné partout dans le monde et sans interruption. Verdi abordait avec la Traviata un genre nouveau, très éloigné des thèmes d'opéra inspirés jusqu'alors par l'Antiquité ou la mythologie gréco-romaine. C'est un drame bourgeois contemporain, mettant aux prises à Paris Violetta Valeri, une courtisane vivant dans le luxe et les plaisirs, et dont la relation amoureuse avec un fils de famille, Alfredo Germont, est contrariée par le père de ce dernier, un digne représentant de la morale traditionnelle. Violetta devra faire le sacrifice de son amour avant que sa phtisie la contraigne à faire celui de sa vie. On compatit à la fin pathétique d'une dévoyée, mais l'honneur de la famille Germont est ainsi resté sauf. Le caractère contemporain de l'œuvre, son intrigue mélodramatique et son rôle principal scabreux s'ajoutèrent à l'expressivité de la musique et aux performances vocales qu'elle exigeait pour assurer son succès définitif. Le public de province appréciait en outre la critique des mœurs de la société parisienne,
dissimulée sous un vernis de conformisme et derrière l'écran des mondanités. Près de 2 siècles d'évolution des mœurs ont dispersé le parfum de scandale et atténué la critique sociologique contenue dans la Traviata. Si les spectateurs restent sensibles à la destinée tragique de l'héroïne et au drame qui frappe un couple amoureux, Violetta, perdant son image de courtisane, devient mythique en incarnant une femme qui veut s'extraire de sa condition, victime d'un monde dissolu et cruel qui lui interdit le bonheur, la respectabilité et au final la vie. La beauté de la musique et les performances vocales qu'elle exige font que l'ensemble confine au sublime et touche les cœurs les plus endurcis, assurant à l'œuvre un succès universel. À Montpellier, depuis la première en avril 1866, Traviata a connu de nombreuses reprises. Parmi les plus récentes, la plus mémorable, en janvier 2001, était dirigée par Jérôme Piment, avec Inva Mula et Rolando Villazón, dans une mise en scène de Jean-Claude Berruti. Tandis que les 2 dernières, en juin 2010 et en juin 2014, ont été données dans des mises en scène très épurées de Jean-Paul Scarpita. En avril 2026 prochain, sera donnée à l'Opéra Comédie une nouvelle production très attendue, avec la grande soprano arménienne Rouzan Mantashian dans le rôle de la Traviata. Voici l'Addio del Passato, un aria situé à la fin de l'œuvre et dont les effets pathétiques accentuent la plainte de Violetta. La voici dans la belle interprétation de Nadine Sierra au Met de New York en 2022. Carmen, opéra dont on a fêté cette année le 150e anniversaire, fut créé à l'Opéra Comique de Paris le 3 mars 1875, 3 mois avant la mort brutale de son compositeur Georges Bizet à 36 ans. Le livret de Meilhac et Halévy est tiré d'une nouvelle de Mérimée ayant contribué à la vogue de l'exotisme espagnol. 3 personnages composent un triangle amoureux. Carmen, une belle gitane libre, provocatrice et rebelle,
Escamillo, le torero dont elle s'était prise, et Don José, un sergent follement amoureux d'elle, et qui, ivre de jalousie, la poignardera à mort. Cet opéra montre donc l'élimination brutale et sanglante d'une femme qui dérangeait. Bizet a composé des musiques pittoresques, certaines typiquement espagnoles, comme la habanera et la seguedille, et les musicologues ont loué l'inventivité de son œuvre. Gustav Mahler a même traité de perfection absolue. À sa création en 1875, le thème de l'opéra Carmen choqua les mœurs établies. Cette séductrice sans foi ni loi, affichant sa sensualité impérieuse, revendiquant sa liberté, même au prix de sa mort, heurtait l'ordre moral cher à MacMahon et un public encore sous le choc de la Commune. La mort rédemptrice de la bohémienne et l'honneur vengé du soldat ne rassuraient pas une société patriarcale où la femme était soumise à un statut d'épouse et de mère, garant de la cohésion du foyer. Au fil de décennies, la perception de Carmen par le public a évolué, car le regard porté sur la mort de l'héroïne a changé. Ce meurtre, d'abord perçu comme un châtiment, est maintenant l'exemple du féminicide le plus odieux. Et Don José, qu'un public méridional empreint de machisme considéra d'abord avec sympathie en tant que vengeur légitime d'un honneur masculin outragé, apparaît aujourd'hui pour ce qu'il est, un meurtrier lamentable et niais. La violence et la sensualité de l'œuvre parurent d'abord scandaleuses, surtout dans une ville de province comme Montpellier, où peu de temps auparavant, on voilait encore la nudité des Trois Grâces au passage des processions. Mais peu à peu, le personnage de Carmen allait perdre de son particularisme pour acquérir une dimension universelle et apparaître comme un symbole de l'émancipation féminine. Carmen, femme rebelle aux conventions, qui rejette le statut d'épouse ou de mère et affiche sa liberté sexuelle, est désormais le parangon du féminisme. La première à Montpellier eut lieu le 11 décembre 1879. D'abord avec Madame Caillou en Carmen, puis dès le printemps suivant avec la grande Célestine Gallimarié, créatrice du rôle à Paris. Dans tout le midi de la France, l'œuvre acquit très vite une immense célébrité. Le succès provenait ici, outre de son intrigue scandaleuse, de la proximité de l'Espagne, de la présence locale d'une communauté gitane et de la connaissance des mœurs andalouses et de la tauromachie. Mais il s'expliquait surtout par les musiques géniales de Bizet, vite connues de tous, comme la habanera de l'Oiseau rebelle ou l'air du Toréador. Ce dernier est même joué dans les arènes du Midi lors du Paseo, ce défilé des toreros en début de corrida. Longtemps, les mises en scène de Carmen allaient relever d'espagnolades caricaturales, avec force mantille, gitans, toreros, danseuses et contrebandiers, et elles s'achevaient par la mort inéluctable de l'héroïne punie pour avoir bafoué l'honneur masculin. Mais à Montpellier, comme partout ailleurs, les mises en scène de Carmen ont évolué à mesure que le mythe de Carmen devenait universel, et elles se sont peu à peu éloignées de l'exotisme andalou, comme en témoignent les 4 dernières productions données dans notre ville. En 1989, la mise en scène minimaliste de Pierre Strosser avait pour tout décor une vaste étendue de sable, mit en valeur la sensualité exacerbée de Carmen, la mezzo Magali Chalmot-Damonte, traitée presque comme un double féminin de Don Juan. Celle de Dimitri Bertman, en 1999, insistait sur son activisme sexuel et transposer l'action dans la décharge d'une banlieue moscovite où mourait une Carmen prostituée, tuée par Micaela et non par Don José, qui avait été déjà assassiné auparavant par des dealers. En 2005, une mise en scène de Jean-Paul Scarpita montrait Marie-Ange Todorovitch en femme fatale, à la robe rouge sang, visiblement inspirée d'Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus de Joseph Mankiewicz, faisant le sacrifice de sa vie en revendication suprême de sa liberté. Enfin, la plus étonnante, en 2018, celle d'Aïe Karapétian, se déroulait dans un univers interstellaire où Carmen, reine galactique, se suicidait en fuyant un Don José envahisseur de sa planète, cherchant à la tuer à coups de pierre. Il est vrai que la même année, à l'Opéra de Florence, dans la mise en scène de Léo Muscato, c'est Carmen qui tuait Don José, vengeant ainsi les centaines de Carmen assassinées de par le monde depuis la création de l'œuvre,
et mettant fin à un siècle et demi de masculinité toxique, mais faisant aussi se retourner dans leurs tombes respectives Mérimée, Meillac, Halévy et bien sûr Bizet. Voici, à la demande de notre présidente, un enregistrement de 1907 d'Emma Calvé, spécialiste de Carmen, dans la Habanera, l'air fameux du premier acte, l'amour est un oiseau rebelle. Voilà, accrochez-vous. Écoutez la diction, surtout la diction, Sarah Bernard. Ah, voilà. L'opéra Tosca met en scène une artiste célèbre, en proie à un sordide harcèlement sexuel. Cette œuvre de Giacomo Puccini sur un livret tiré d'une pièce de Victorien Sardou fut créée au théâtre Constanzi de Rome le 14 janvier 1900, puis à l'Opéra Comique de Paris en octobre 1903. L'intrigue se déroule à Rome en juin 1800, lors de la féroce restauration de la monarchie des Bourbons-Sicile, après la République romaine. Elle tourne autour de trois personnages: la célèbre cantatrice Floria Tosca, son amant, le peintre Mario Cavaradossi, aux sympathies républicaines, et le cruel baron Scarpia, chef de la police secrète. Cet opéra est une illustration du chantage auquel un prédateur sadique, ivre de désir et de puissance, soumet une artiste amoureuse de notre, avant qu'elle finisse par poignarder son bourreau. Le stratagème de Tosca échouera lamentablement et tragiquement, et son amant sera fusillé avant qu'elle-même se suicide. À Montpellier, Tosca fut donnée pour la première fois en 1905 et a connu depuis de multiples reprises. La dernière représentation en mai 2022, dans une mise en scène de Raphaël Villalobos, a suscité une polémique en mettant en parallèle, dans un contexte sadomasochiste, la destinée tragique de Mario, le héros de Puccini, celle du cinéaste Pasolini, assassiné à Ostie, et celle du peintre Caravage, mort dans des circonstances voisines. Voici autre chose, le Vici d'Arte. Le Vici d'Arte est ce célèbre aria dans lequel la malheureuse Tosca fait face à l'infâme Scarpia, qui exige qu'elle se donne à lui pour sauver son amant, condamné à mort. C'est l'interprétation historique de la diva Maria Callas au Covent Garden de Londres en 1964.
Alors, au terme de cette évocation de quelques héroïnes lyriques vues à l'Opéra de Montpellier, vous me permettrez d'être à mon tour un peu lyrique et d'imaginer que le rideau rouge de notre opéra-comédie vient de s'abaisser et que dans la pénombre des coursives qui conduisent depuis la scène jusqu'aux loges des artistes s'ouvre le long cortège fantomatique de celles qui nous ont tant fait vibrer et qu'accompagnent par instants quelques notes de musique déchirant le silence de la nuit. C'est toi, bien sûr, qu'on reconnaît d'abord, toi, Carmen, qui vient de t'effondrer après avoir tenté en vain de fuir celui qui a plongé son couteau dans ton ventre. C'est ensuite toi, Lucia, hagarde, maculée du sang de celui qu'on a voulu t'imposer et que tu viens de poignarder et qui te heurte maintenant au mur emprisonnant ta folie. Et puis c'est toi, Tosca, brisée, tombée de la terrasse du château Saint-Ange et qui ne peut plus te relever, pleurant ton Mario, fusillé sous tes yeux. Toi, dis donc, la reine abandonnée et désespérée qui marche vers la mort, en suppliant qu'on ne l'oublie pas. Et toi, Violetta, rejetée par un monde futile et cruel, secouée par les quintes de la phtisie qui va t'emporter. Et vous aussi, Elvire, Donia Anna, Zerline, bafouée par un séducteur cynique, et tant d'autres femmes encore, Médée, Desdémone, Gilda, Butterfly, formant à votre suite une longue procession funèbre, tant d'autres dont la défaite était écrite d'avance dans les livrets, pauvres victimes des violences faites aux femmes et de la fureur séculaire des hommes. Vous toutes, femmes remarquables, condamnées pour l'éternité à revivre soir après soir vos destinées funestes et à mourir sur scène à chaque fois, pour renaître le lendemain et pour chanter encore et encore votre passion tragique, mais aussi pour proclamer votre liberté et votre dignité, tandis que s'élèvent depuis la fosse d'orchestre des musiques sublimes qui viennent couvrir vos plaintes et dont l'écho, en se répercutant dans les rues de notre ville, loin des murs de l'opéra, continuera longtemps de nous hanter. Je vous remercie. C'est la fin.